découvrir ce soir avec TF1 Vidéo et Carlotta Film pour célébrer 40 ans d'un chef-d'œuvre. 40 ans d'un film qui pourtant a eu plusieurs vies. Il a été film culte, il a été film maudit, film interdit, film tronçonné. Mais aujourd'hui, il est considéré comme un chef-d'œuvre du cinéma, un film qui marque l'histoire du cinéma. Alors avant de commencer, quand c'est vraiment la séance, je voudrais faire une petite test dans la salle pour voir le type de salle que nous avons. On va remettre un peu de lumière dans la salle. On va faire à main levée, je vais vous demander de répondre à main levée, sans aucune honte. Qui n'a jamais vu Massacre à la tronçonneuse? Qui n'a jamais vu Massacre? En même temps, je vous en prie, parce que découvrir ce soir ces conditions, vous savez que vous allez être traumatisé. Vous avez des sacs à vomi, c'est bon, il y en a. Je parlais pas des remakes, hein, d'accord. On ne parlera pas des remakes. Alors, autre question, qui avait vu le film à l'époque en salle? Dernière question, qui peut-être la plus importante pour moi. Qui avait découvert le film en VHS dans son édition René Château Vidéo? C'était une évidence vraiment pour nous d'être au Rex pour célébrer les 40 ans parce que c'est ici, en 79, qu'a eu lieu sans doute l'une des projections les plus mémorables de Massacre à la tronçonneuse. Peut-être on a encore des survivants qui étaient à cette époque-là, je sais que Laurent qu'on a dans les parages. C'était lors du festival du film fantastique du Grand Rex, un festival qui est monté par Alain Chokov, qui est aussi le patron de l'écran fantastique. C'est un festival connu pour avoir beaucoup d'ambiance dans la salle. Et là, on est en pleine période d'interdiction. Il n'y avait quasiment aucune projection, c'était pour quelques festivals, et encore une version qui était légèrement tronquée. Et malgré tout, en 79, la salle du Rex était totalement pleine avec 2800 personnes, et surtout, il y avait plus de 5000 personnes dehors, sur les grands boulevards, qui voulaient rentrer et qui s'étaient fait refouler. L'histoire du Grand Rex est arrivée une à deux fois en tout et pour tout. Et ce soir-là, Tobe Hooper n'était pas présent parce qu'on était en 79, donc il commençait une carrière américaine parce qu'il allait devenir un des réalisateurs à cette époque-là les plus en vue là-bas. Sa carrière sera avec beaucoup de hauts, beaucoup de bas aussi. On trouve dans votre film, là, ce court-métrage, Heister, qui est à mon sens une des matrices de votre cinéma, c'est une espèce de, disons, d'une comédie noire qu'on retrouve beaucoup dans Massacre à la tronçonneuse 2, et que vous aviez essayé d'insuffler aussi dans le premier Massacre. Est-ce que vous aviez été déçu que les spectateurs ne voient pas du tout la dimension comédie du premier Massacre à la tronçonneuse? Yes. Yeah, it was quite a few years before they saw the dark humor and the Texas Chainsaw Massacre. But it wasn't humor played for humor. It was ironic. It was about family values that were so dysfunctional, but they were true to themselves. Like you'll see things now that stand out, but it took 10, 15 years maybe before they started seeing that. But I played it honestly. I didn't play it for a comedy. And whereas I did with the next film, Chainsaw 2, and that probably was a reaction to not noticing the comedy and how outrageous the original film was. But actually, that was a good thing. Ça a pris 15-20 ans pour que les gens s'aperçoivent qu'il y avait une touche d'humour dans le film de Massacre à la tronçonneuse, avec notamment plus d'humour sur les valeurs familiales de la famille qui est présente dans le film. Et ça explique aussi pourquoi, lorsqu'il a réalisé la suite, il a rendu cet humour plus omniprésent et plus transfié en réaction à l'accueil du premier film. Reparlons de Massacre à la tronçonneuse, la façon dont vous êtes décidé à le faire. On a passé la bande-annonce de Night of the Living Dead et des morts vivants, car le film est un des déclencheurs de votre envie de faire le massacre. Well,
the subculture and the hippie movement, and only got a few play dates, and really needed to at that time get out of Austin, Texas, and be able to work in Los Angeles, because that's where you made features then. And a friend of mine suggested that I go see this film playing at the Student Union called Night of the Living Dead. And so I went to see the film. I heard the reactions, the energy from the reactions. And I said, yeah, you know, this is what the genre will get me noticed from my obscurity in Boston. And you know, they'll see the skyrocket when they shoot up, and it explodes the sky. So yes, it had a lot to do with my decision to make a genre film. Son premier film était sur les hippies et n'a pas été diffusé dans beaucoup de salles. Et en cherchant une manière de se faire connaître en dehors de Houston et de Texas, un ami a dit qu'il lui a conseillé d'aller voir l'ami du mort vivant. Et quand il a vu la réaction que ce genre de film provoquait dans la salle, il s'est dit que c'était avec ce genre de film en particulier qu'il pourrait trouver du travail à Los Angeles. Et ça marche pas. L'élément évidemment central dans le marketing, c'est la tronçonneuse. Vous avez une anecdote précise sur la façon dont la tronçonneuse est arrivée dans le film? Est-ce qui vous a donné envie d'utiliser une tronçonneuse dans le film? Well, I was holiday shopping in a mall and inside this large department store, and my sweat was beating up on my head. I had to get through this crowd of people that were like, I don't know, 200 people maybe, and then they seemed to be coming my way, and then I was and I looked down. And in front of me, I discovered I was in the hardware department of this big chain store, and they were selling chainsaws in front of me. And I thought, you know, if I pick one of these things up and start it up and walk toward the people, get out of my way. And that was the beginning of it. But you never tried. I didn't try. I've actually never, I haven't used a chainsaw. Well, no, one time I did it just to create smoke, actually. But they're very dangerous. En fait, il a eu l'idée des principaux du film. Il faisait ses cours de Noël dans un centre commercial qui était bondé. Il y avait des centaines de personnes autour de lui. Il réfléchissait à une manière de sortir de là parce qu'il était très chaud et il n'en pouvait plus. Et il a vu poser par terre devant lui des tronçonneuses, de grosses tronçonneuses, et il s'est imaginé fendant la foule littéralement, une tronçonneuse à la main. C'est là que l'idée principale du film est. Anyway, my holiday gift was this story went through my head by the time I mean the basic structure of a chainsaw, and it's the way it looks and curves, and you're putting together what it is by the narratives that you're seeing. So you become involved. But anyway, I digress. It happened very quickly, and I got home and I put on Elton John's Yellow Brick Road, and for some reason the whole idea came that evening. Il est rentré chez lui après ces fameuses courses, il a écouté Yellow Brick Road de Elton John, et tout le film était là à ce moment-là dans sa tête. On va regarder quelques extraits là, des bonus qui vont sortir sur le prochain DVD Blu-ray téléphone vidéo. Juste avant, je voulais quand même qu'on parle du casting qui est assez incroyable dans le film, et évidemment on parle de Marilyn Burns qui porte totalement le film. Je voulais savoir à quel moment vous l'avez casté et comment ça fait des clips qui veut dire ce sera elle.
Well, my production manager, Ron Bozeman, was working on a film that was being shot in town called, Sidney Lumet was directing, and I think it was called Loving Molly or something like that. And Marilyn Burns was the stand-in for Blythe. And so anyway, he saw something in her, and he said, there's this actress you should really meet. And so we met and talked about it, and then I thought, this, looks like the right actor for this role. That's how it happened. Le manager, Ron Bozeman, il a travaillé sur un film qui s'appelait Loving Molly, et qui a vu quelque chose en elle et qui parlait d'elle en disant qu'elle pouvait convenir pour le film de Tobe. Vous ne vous attendiez pas du tout à ces réactions aussi viscérales des spectateurs, parce que vous avez tout lu entre les interdictions et ce genre de réaction. Vous ne le cherchiez pas? Well, I knew that I could cross the line and come up with an X-rated film unless I suggested things that you saw. And actually, I'd intended to do that anyway. It was, I think it's far more powerful for these images to happen in your mind, and you assimilate the visual, and it's more than I can ever show you. Il avait essayé d'éviter l'interdiction X en montrant le moins possible, par du principe que moins on en montre, plus il se passe de choses dans l'esprit du spectateur, plus on gagne en puissance. Au final, il n'y a presque pas de sang dans le film. Aussi étonnant que la rumeur populaire peu, le film est très peu sanglant. Yeah, there is some, there's a couple of cuts here and there, not like the films that follow this film. I'm not, of course, Chainsaw 2 was violent and bloody as hell, but yeah, I just thought, you didn't need it, the way I for instance, that may be a spoiler for those that haven't seen the film. I won't say that. Il n'y a pas beaucoup de sang dans ce film, il y a quelques coupures par-ci par-là. Il y a beaucoup moins de sang dans les suites en tout cas, puisqu'il trouve que ce n'est pas nécessaire. Et il allait évoquer une scène du film, mais